Premier tour de table, première réaction de nos invités. Maître Coulibaly, comment réagissez à cette vague de déguerpissement et ses conséquences? Merci, Monsieur Ali Djarasouba. Alors nous, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, nous observons que ce n'est pas la première fois justement que l'État fait les déguerpissements. Et donc, il n'y a pas une stratégie qui est mise en place pour que les populations déguerpies puissent se voir offrir soit des solutions de relogement ou des indemnités conséquentes. Alors que l'État de Côte d'Ivoire a prévu dans sa constitution le droit au logement. L'État de Côte d'Ivoire a également signé des traités, notamment le pacte international relatif aux droits économiques et sociaux, qui prévoit et préconise le droit au logement. Et quand vous prenez ces instruments-là, ces instruments juridiques, même s'ils ne s'opposent pas de façon absolue au déguerpissement, qu'on peut aussi appeler expulsion forcée, ces instruments prévoient que l'État doit prendre des mesures en amont, avant de procéder, n'est-ce pas, à ces déguerpissements. C'est ce que la pratique veut ou c'est ce que dit le droit international? C'est ce que dit le droit, puisque, par définition, on vous dit que chacun a droit à un logement décent. Et si vous expulsez quelqu'un, vous le mettez où? Si vous le mettez vous le mettez dans la rue, à la merci des intempéries, non seulement il n'a aucun logement, on n'est même pas encore au niveau de la définition du logement, il n'a aucun logement, donc du coup il y a une violation du droit au logement. Donc pour nous, l'État, s'il est vrai que l'État doit protéger la vie des citoyens en faisant en sorte qu'ils n'habitent pas des zones à risque, l'État également a le devoir de prendre les mesures avant de procéder aux différentes expulsions forcées. Maître Gouamene? Oui, et déjà, avant tout propos, nous voulons exprimer notre solidarité à toutes ces personnes, à toutes ces familles-là qui font face à cette situation de déguerpissement en cette saison de pluie, en cette saison d'examen de fin d'année également au niveau des lycées et des universités. Mais comme vous l'avez dit dans le sujet, c'est un véritable dilemme. C'est un véritable dilemme en même temps que l'État doit pouvoir assurer, garantir la protection et la sécurité des populations. En même temps, il doit s'assurer également que les citoyens puissent bénéficier d'un logement décent. La question, c'est de savoir pourquoi faut-il attendre seulement en saison de pluie pour déguerpir les gens. C'est des zones qui sont déjà identifiées depuis longtemps dans le schéma directeur urbaniste du Grand Bigan. On attend la veille d'examen, on attend en saison de pluie et on vient déguerpir sans avoir pris de mesures préalables pour le relogement des populations. C'est vrai qu'on a prévu des pécules, c'est vrai qu'on a prévu des mesures d'accompagnement, mais bon, dans l'immédiat, dans la précipitation, comment on arrive à se reloger, comment on arrive à se réinstaller, comment on arrive à permettre à nos enfants de pouvoir préparer consciemment, sérieusement et tranquillement l'examen de fin d'année. Docteur Aoussou, votre analyse? Vous prenez votre souffle, c'est dire l'émotion qui vous habite quand on évoque ce sujet peut-être? Oui, émotion il y a parce que en réalité, je me dis que c'est vraiment un dilemme. Parce que toute ville moderne obéit à un plan directeur en termes d'urbanisation. Mais en même temps, tout citoyen aussi a droit à un logement. Et le logement, ce n'est pas seulement qu'un toit. C'est un toit, c'est vrai, mais un toit qui implique la paix et la sécurité. Et là, la question que moi je me pose, en ces temps pluvieux, se sent-on mieux dehors face aux intempéries ou est-on mieux, ou du moins se sent-on mieux sous une bâche? Là est le dilemme. Mais je pense que le problème doit être résolu en amont. En amont parce que j'ai l'impression que c'est toujours le même laïus. On attend que
les pluies se manifestent, les intempéries se signalent pour qu'on réagisse. À un moment donné, il faut qu'on s'asseye un peu et qu'on se pose des questions. Et ces questions, c'est vrai, des gens diront oui, Abidjan n'est pas forcé. Moi, je suis un peu écœuré d'entendre ça. Abidjan n'est pas forcé. Oui, Abidjan n'est pas forcé. Mais l'Institut... Qui a dit qu'Abidjan n'est pas forcé? Non, très souvent on entend... c'est une boutade populaire. C'est une boutade, on l'entend. On retrouve notamment sur les réseaux sociaux. Forcé. Abidjan n'est pas forcé. Mais je me permets de poser cette question. Abidjan n'est pas forcé. Mais l'instituteur adjoint qui enseigne dans une école de Cocody, de la Riviera Palmeraie, de la Riviera Golf, vous êtes sûr qu'il peut se trouver les moyens pour se loger dans ce quartier, là où les gens roulent carrosse? Ce n'est pas évident. Il est obligé certainement de vivre dans les périphéries pour pouvoir certainement aller honorer son devoir. Donc quand on me dit Abidjan n'est pas forcé, j'ai bien envie vraiment de me poser la question. Quand vous prenez Abidjan n'est pas forcé comme... oui, les gens le disent comme très souvent. Parole, j'ai envie de dire, qui fait foi, c'est comme si ça vient de la voix des officiels. Ce n'est pas une parole qui fait foi. Mais je vais dire, il faudrait qu'on ait un sentiment de compassion. Ben voilà, là je suis d'accord avec vous. Voilà, il faut qu'on éprouve de la compassion pour des gens qui sont totalement désarmés, qui sont victimes. Moi, j'ai été vraiment écœuré au regard de tout ce qui se passe, mais surtout particulièrement pour avoir suivi une dame qui disait avoir ses ours. On se comprend, hein? Qui disait avoir ses ours et qui a perdu toute possibilité de protection dans ce cadre-là. Je me dis à un moment donné, il faut qu'on essaie d'adopter une vraie politique sociale. Parce que le filet social ivoirien, le filet social, il est trop souple. Il ne tient pas. D'accord. Il ne tient pas. Je m'explique. Vous voyez, peut-être que c'est un slogan de campagne, mais je me souviens encore que lors des campagnes de notre président, il était question des logements sociaux et des logements économiques. Le logement social, je crois que c'était dans l'ordre de 5 millions pour 25 000 francs par mois. Celui qui est logé paye 25 000 francs par mois pendant une certaine période et il était propriétaire de son logement. Et pour les logements à caractère économique, c'était de, je crois, 11 millions. Pour vous, cette promesse n'a pas été tenue visiblement? Non, pas du tout. Mais le problème ici, ce que je vais souligner, c'est que l'État de Côte d'Ivoire manque très souvent de vigilance et ne suit pas à la lettre ce qu'il promet. Quand vous faites une telle promesse, assurez-vous que toutes les structures privées censées accompagner le citoyen respectent les consignes, se conforment à ce qui a été dit. D'accord. Mais dans le fond, on va se rendre compte qu'il y a des gens, par exemple, au final, si tu n'as pas 13 millions, 14 millions, 15 millions, tu ne peux pas te loger. Là où on va s'éloigner du sujet. Non, docteur Aoussou, on y reviendra certainement. Mais si. Non, je comprends parfaitement, mais là, on est en train de s'éloigner du sujet. De toute façon, on reviendra certainement, parce que là, vous êtes dans les solutions, pour éviter justement qu'il y ait... Non, je ne suis pas encore dans les solutions. Je présente un tableau. D'accord. Voilà, ce que je veux dire, c'est que cette situation que nous vivons, il faut que l'État ivoirien prenne la chose en main. Il faut que l'État ivoirien prenne la chose en main. Il ne faudrait pas qu'on attende que les intempéries
Et tout ce qu'on observe là frappe le citoyen avant qu'on décide de quoi que ce soit. D'accord. Il faut qu'on prenne le problème à bras le corps en amont. Si on opère ainsi, on gagnerait non seulement à sauver des citoyens, mais à respecter le citoyen que nous sommes. D'accord, très bien.